Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu à cet événement qui se passe à l'Assemblée nationale, qui va se décomposer en 3 temps. La table ronde, elle est sans doute aussi essentielle pour que vous puissiez, chacun et chacune, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'intervenants, exposer vos problématiques, vos recommandations. Normalement, il y a 1 ou 2 députés qui vont nous rejoindre. Je salue Aline qui représente la députée du Nord, Béatrice Descamps. Alors, on a une actualité un peu chargée en ce moment. Je ne vous cacherai pas qu'il y a un peu de tension. Je salue monsieur le député qui siège juste en bas de l'hémicycle et que je croise de temps en temps. L'important, et ce qu'il faut retenir, c'est que le fruit des échanges que nous aurons seront bien sûr regroupés. On a été en contact avec les 3 ministères qui sont concernés, qui sont très demandeurs des conclusions, des revendications qui sortiront de ces échanges et qui nous ont tous les 3 proposé de pouvoir nous recevoir à l'issue de cette journée pour venir justement présenter vos problématiques. Donc il s'agit de Madame Dati au niveau du ministère de la Culture, de Madame Vautrin et de Madame Katabi qui est la ministre chargée des personnes handicapées. Donc voilà, moi je suis Stéphane Lenormand, je suis le plus petit député de l'Assemblée nationale puisque celui de Saint-Pierre-et-Miquelon. Je suis dans la commission des affaires culturelles. J'ai rencontré Anne qui est par là, qui m'avait évoqué ce sujet qui m'a tout de suite intéressé parce que pendant toute ma vie, j'ai fait 35 ans dans l'éducation nationale et j'ai été enseignant spécialisé, donc auprès des enfants à besoins spécifiques. Donc je sais ce que c'est que d'adapter des supports, d'adapter des méthodes, des façons de proposer des pédagogies adaptées aux enfants que j'avais. Et j'ai eu dans mon parcours 2 enfants qui étaient malvoyants. C'est aussi la problématique des territoires d'outre-mer où malheureusement on est un peu plus isolé et on n'a pas non plus tellement d'infrastructures, de spécialistes et de moyens non plus pour apporter à ces enfants qui souffrent donc d'une déficience la meilleure des réponses. Donc il faut souvent bricoler, improviser. Mais voilà, c'est une petite présentation que je voulais faire. En 3 temps, je vais rapidement passer la parole à Thibaut. Je voudrais simplement, par contre, citer tous les intervenants que nous aurons autour de cette table. Donc, Monsieur Claude Garandès, voilà. Monsieur Hugues de Montalembert, que j'ai vu, est là. Ensuite, nous avons Madame Béatrice de Parseval. J'espère que je n'écorche pas vos noms. Enchantée, Madame. Alors, ensuite, nous avons Claire Munera du Coq, c'est ça ? C'est bien présenté. Là, quelqu'un qui est obligatoirement quelqu'un de bien, Monsieur Stéphane Gaillard, comme tous les Stéphane. Linda Samy, voilà. Sonia Bonnet et Marianne Bailly, là-bas, enchanté. Ensuite, nous avons Tatiana, Luigi, pardon. Ensuite, nous avons Madame Christine Sardanac. Sadar, Saïba Dardar, si vous voulez. Oh, d'accord. Encore quelqu'un de bien, Monsieur Stéphane Bridel. Décidément, il y a 3 Stéphane. Abondance de bien ne nuit pas. Et enfin, Monsieur Pierre Maragou, si je n'ai oublié personne, il est là. Pardon, oui, c'est vrai, je vous avais vu avant. Voilà, donc l'important c'est que vous puissiez échanger, que l'on vous écoute, que l'on apporte aussi des questions, que l'échange soit le plus productif possible. Et je vais laisser maintenant la parole à Thibaut qui va assurer en chef d'orchestre cette première partie de la journée, donc la table ronde. Merci beaucoup, monsieur le député. Je peux parler comme ça, c'est pas la peine de se rapprocher plus. Ok, parfait. Merci beaucoup, monsieur le député. Bienvenue à toutes et à tous pour cette table ronde. Je suis ravi de l'animer et d'être là, ici, à l'Assemblée nationale, parmi vous. Je tiens d'abord à adresser des chaleureux remerciements, évidemment, à vous, monsieur le député, pour nous accueillir ici, et également à Anne Dor, qui a permis cette rencontre et qui a permis cette demi-journée autour de l'accès à la culture pour les personnes malvoyantes, pour les personnes non-voyantes. Mais voilà, pour vous parler plus spécifiquement de cette table ronde, déjà je tiens à remercier tous les intervenants nombreux et nombreuses qui sont autour de la table, vous les avez cités, et voilà, je tiens à les remercier de s'être rendus disponibles pour parler de ce sujet très important, qui est celui de l'accès à la culture pour les personnes malvoyantes et non-voyantes, sachant que c'est un sujet qu'on aborde assez rarement et encore plus rarement ici,
à l'Assemblée nationale. Donc vous faites partie de la commission des affaires culturelles. Je sais qu'il y a aussi la commission, un groupe d'études sur le handicap aussi qui s'est formé il y a peu de temps. Donc on est heureux de voir qu'il y a des commissions, des députés, dont vous faites partie, Monsieur Lenormand, qui se saisissent de ces questions importantes d'accès à la culture pour toutes et tous. La table ronde va se dérouler en deux parties. D'abord, une première partie sur la création culturelle, la production d'œuvres culturelles. Je donnerai la parole à M. Claude Garandès et Hugues de Montalembert. On prendra ensuite quelques questions. Et dans un second temps, on traitera de la question de l'accès à la culture. Comment on peut accéder, quand on est malvoyant ou non-voyant, à la culture à travers le toucher, l'audio, description, les médiations spécifiques, etc. On conclura avec Pierre Maragou et quelques éléments un peu plus de plaidoyer, d'actions concrètes pour faire évoluer la situation, puisque l'idée étant bien sûr de dresser aujourd'hui un constat, mais surtout de se projeter et de voir comment on pourrait faire évoluer la situation de manière assez concrète. Écoutez, je vous propose qu'on démarre tout de suite par donner la parole à M. Claude Garandès, donc, qui est artiste, sculpteur, plasticien, qui va nous donner une première introduction sur un petit peu le rôle, quel rôle peut jouer la culture et quels sont un peu les enjeux aujourd'hui pour faire société. Merci Thibault. Je remercie bien sûr tous les organisateurs de cette table ronde et de cette journée, en particulier Monsieur le député et Anne Dor. Alors, le thème, comment renforcer la culture pour les personnes aveugles ou malvoyantes. Avant d'aborder le comment, j'aimerais envisager le pourquoi. La culture est par excellence le moyen de créer ce lien de solidarité qui réunit les hommes. Elle participe à créer l'identité d'un groupe, voire d'une nation. Au plan individuel, la culture change un être humain, lui révèle son potentiel, le pose comme sensible et créateur. Elle lui permet d'accéder à la conscience de lui-même et des autres. L'art est un de ces outils, voie royale de libération de l'émotion, qui prend et donne sens au visible, rend sensible l'indicible et palpable l'ineffable. L'art est la joie des hommes libres. Il élève au-dessus de soi-même, il est la force créatrice qui anime le progrès humain. Il est l'expression transcendée de la sensibilité humaine. L'acte de créer est action sur l'environnement, une invitation à la réflexion, à sa relation au monde. Créer permet de stimuler, d'éveiller, de retrouver l'envie et l'énergie nécessaires pour s'exprimer, de favoriser la construction et le développement personnel, de trouver ou retrouver confiance dans ses capacités physiques, intellectuelles et morales. Celui qui crée laisse une trace. Elle a du sens pour lui. Elle prend sens si ceux qui la regardent veulent y en trouver un. Mais au fond, qu'importe. Cette trace est un canal pour la communication. Par l'art, réveiller la conscience du plaisir de proposer son ressenti, non pour prouver quoi que ce soit, ni pour compenser dans un monde de compétition, pour retrouver sa place. L'art, à travers la transparence du geste, devient reconnaissance et transcendance de nos différences. L'artiste apparaît alors comme un passeur, un transmetteur. Il fait bouger notre part d'humanité. L'art est A comme agressivité, R comme révolte et T comme terreur, dont il permet de se libérer, mais aussi son contraire, T comme tolérance, R
comme respect et A comme amour. Voilà, j'arrêterai là pour l'instant ma contribution. Bravo. Et peut-être 2 mots, Claude, vous en tant que sculpteur, plasticien, déficient visuel, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous créez, comment vous produisez? Donc en fait, je suis aveugle, hein, pas déficient visuel. J'ai perdu la vue à l'âge de 12 ans. Mon parcours d'enfant était un parcours rempli de sport et d'amour pour le dessin et la peinture. Après avoir perdu la vue, j'ai fait beaucoup de musique et surtout, il ne fallait plus me parler de dessin ou quoi que ce soit. Par la suite, à 20 ans, j'ai eu des élèves mal et non-voyants pour le braille et pour d'autres techniques palliatives. Et je me suis rendu compte que dans les manuels scolaires, l'image avait une importance vraiment excessivement importante. Et là, je me suis mis à réfléchir à des techniques, notamment au gaufrage, le gaufrage m'a permis de faire des livres en relief, d'art en particulier, Cocteau, Matisse, etc. Et en fait, mes élèves m'ont piégé parce qu'ils m'ont redonné des outils pour continuer à travailler sur ce que j'aimais le plus, c'est-à-dire le dessin. Par la suite, j'ai trouvé une technique à base de fil de fer que je tords dans tous les sens et crée des personnages. Et en fait, c'est l'ombre que laissent ces sculptures qui me permettent d'aller vers le dessin. Voilà. Et je précise qu'on pourra observer, toucher certaines de vos œuvres tout à l'heure, durant le cocktail. Vous avez apporté des livres, je crois. Des livres et puis des statues aussi. Qu'on pourra, donc pour celles et ceux qui seront au cocktail tout à l'heure, observer, toucher. Parce qu'on peut toucher vos productions. Alors tout ce que vous produisez, on peut le toucher ou Ah oui, de toute manière, même si c'est fragile, je m'en fiche, je sais les refaire. Merci beaucoup. Je vous en prie, Thibault. Merci beaucoup, Claude. Je prendrai quelques questions juste après. Monsieur Hugues de Montalembert, vous êtes écrivain et vous étiez précédemment, corrigez-moi si je me trompe, peintre et scénariste, enfin metteur en scène. Oui. Et ensuite, suite à un accident, vous avez perdu la vue et vous êtes vous avez continué à créer, à produire et devenu écrivain, écrit de nombreux ouvrages. Voilà, quel est votre... Et même cinéaste, parce que j'avais oublié, j'ai fait avec un jeune réalisateur anglais un film qui s'appelle Black Sun et qu'on peut voir, je crois, sur le net. Qui relate l'arrivée de la cécité. Hein, qui raconte un peu mon histoire, enfin la première année de comment on se replug, comment on dit, se rebranche, pardon, on se rebranche dans la vie. Et j'avais refusé de faire ce film. Et il a tellement insisté que je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu veux faire exactement? Il m'a dit, je voudrais faire un film d'art et d'essai d'environ 6 à 10 minutes. Et on a fini avec un film d'1h15 qui a gagné des prix partout. Donc ça a été absolument une expérience très, très amusante. Je ne parais absolument pas dedans, il n'y a que ma voix. Et lui a illustré ce que je raconte. Je n'ai aucune idée de l'illustration. Oui, vous l'étiez déjà. Je l'ai laissé absolument libre pour l'illustration. Et alors justement, en tant qu'écrivain aujourd'hui, quel est votre rapport à la culture et comment alors, vous avez pu continuer à créer? Voilà ce qui s'est passé. Je suis sorti de l'hôpital à New York en pleine forme, mais très très amaigri financièrement. Donc je suis allé vivre. Je suis allé vivre en Indonésie. Pourquoi l'Indonésie? Parce que j'ai vécu là, je parlais de l'indonésien, et on pouvait louer pour un mois, pour 100 € une maison. Voilà. Donc je me suis mis à écrire là, avec un stylo bille, et j'ai rempli à peu près, l'autre jour je comptais, c'était à peu près 800 pages de manuscrits écrites à la main. Et évidemment, quelquefois, l'encre foutait le camp, était finie dans le stylo bille, et je demandais à la fille qui s'occupait de la maison, je disais, j'en suis où là? Alors elle me répondait, Tidada Tulis, il n'y a pas d'écriture. Voilà. Alors je tournais la page derrière et je dis, Tidada, il n'y en a pas. Donc ça, je me suis mis au lit ce jour-là.
Oui. Donc il fallait faire attention, mais ça, quand même, ça a donné mon premier livre, qui était La lumière assassinée, et qui a très bien marché, qui a été traduit dans beaucoup de langues. Bon, et puis j'ai continué. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est deux choses très importantes. Un, c'est que rien n'est tragique si ce n'est la condition humaine, ce qui en fait tout l'intérêt. Deuxième chose, il n'y a pas un monde des aveugles. Il y en a deux, et ce sont deux planètes totalement différentes. Il y a les aveugles de naissance et les aveugles qui sont devenus aveugles et qui ont une banque d'images et de représentation du monde, comme dirait Schopenhauer, la représentation du monde. Et c'est deux mondes totalement différents que j'ai découverts en faisant des interviews à l'INJA auprès d'élèves entre 15 et 17 ans. Et il y en a un qui m'a soufflé, parce que je terminais toutes mes interviews par la même phrase. Avec une petite opération, je te donne la vue. Quelle est ta décision? Et il y en a un qui est resté un peu silencieux et il m'a dit, j'aurais peur que l'image ne tue mon imaginaire. N'est-ce pas? Ça donne à réfléchir. Ouais. Voilà, il faut être très au courant. C'est pour ça que quand j'entends, par exemple, les programmes de visite de musée, alors, il y a un bateau avec une belle voile rouge. Oui, mais rouge. Alors, ce que j'ai découvert à l'INJA, c'est que ces aveugles de naissance n'ont pas de langue. Parce que le garçon à qui je dis, mais tu rêves? Oui. Raconte-moi ton dernier rêve. J'ai rêvé d'une fille blonde. Blonde? Qu'est-ce que c'est blonde? Je ne sais pas, mais je sais que j'aime les filles blondes. Hein? Donc, ils n'ont pas de langage. Ils utilisent notre langage. Qu'est-ce que tu vois? Une image? Non, ils ne voient pas d'image. Ils m'ont expliqué, c'est quelque chose qui est comme un nuage, qui se transforme continuellement, qui n'est pas immobile. Ce n'est pas une image. On n'a pas de mots, on n'a pas le concept. Donc, les aveugles de naissance n'ont pas de langue. Est-ce que vous diriez que finalement cette écriture, cette continuité de la production, cette création, vous a aidé à vivre cette... Ah ben, financièrement, énormément. Mais seulement financièrement? C'était mon but. C'était mon but, mais vraiment. Et, genre, même Pivot, parce que Pivot il m'avait dit, bien entendu, ça a été une catharsis. Enfin, je dis pas du tout. Moi, je l'ai fait pour gagner de l'argent. Oh, monsieur, je ne pouvais pas dire une chose pareille. Si, je vous assure. C'est rien de déshonorant. Merci beaucoup. Je vais vous proposer de prendre des questions, que ce soit à M. Garandès ou à M. de Montalembert. N'hésitez pas à lever la main si vous voulez poser une question. Thibault. Tout d'abord, je me présente, José Borin, je suis député de l'Aisne, élu fraîchement depuis donc 2022. Je remercie mon collègue, c'est Stéphane, de son invitation. Alors déjà, les deux propos que je viens d'entendre me ravit les oreilles. Alors moi, je suis passé par l'intégralité du spectre en fait visuel, puisque j'ai été voyant, malvoyant, très malvoyant, très très malvoyant, et aujourd'hui aveugle complet. Donc, effectivement, j'ai pu découvrir en fait la totalité du spectre. Alors, ces deux interventions, pour l'instant, vraiment sont extraordinaires. J'ai vraiment, franchement, je suis agréablement surpris et cela promet vraiment des échanges d'une richesse inouïe. Effectivement, chez les déficients visuels, chez les non-voyants, je pense que la plus grande des forces, c'est l'humour. Monsieur, vous venez encore de le prouver une fois de plus, si c'était nécessaire. Je suis très d'accord. Alors, l'humour et l'autodérision, c'est quelque chose d'absolument formidable. Moi qui suis non-voyant, par exemple, combien de fois, voilà, on me dit, tu as vu... Oh, pardon, non mais voir n'est pas un gros mot, vous savez, vous pouvez y aller, quoi. Et ou moi-même, parfois, oh, pardon, je ne l'ai pas vu. Bon, et c'est une arme, l'autodérision et l'humour, c'est une arme formidable et extrêmement puissante. C'est aussi un signe de santé. Aussi. Et quand vous dites, effectivement, tout à l'heure, quand vous dites les non-voyants de naissance n'ont pas de langue, oui. Effectivement, alors la phrase que vous a sortie l'élève, c'est absolument formidable, ça je vais la noter, tout de suite. C'est magnifique. C'est absolument magnifique. Et c'est vrai qu'effectivement, aujourd'hui, en quelques mots, j'ai envie de dire, souvent, on me pose beaucoup, vous doutez bien, qu'on me pose énormément de questions sur la cécité.
je suis le premier député non-voyant de la Ve République, mais je ne suis pas le premier député non-voyant. Il y en a On eu avait un- noté plusieurs pourtant. il y a eu un autre, il y en a eu un autre hein, d'ailleurs. Mais Et je qui veux dire, était- ils n'avaient pas de perspective. Mais il voyait loin quand même. Et il en a eu un autre d'ailleurs, et qui venait également de l'Aisne, comme moi. Bah oui, comme quoi. Ouais, Bah, dites donc. on en fait beaucoup des aveugles chez nous. Et en fait, effectivement, il avait. Donc lui était non-voyant suite en fait à la Seconde Guerre, donc suite à un accident. Et effectivement, il était avocat de métier. Et j'ai un petit peu étudié un petit peu son histoire, qui est assez extraordinaire aussi d'ailleurs. Et effectivement, aujourd'hui, quand vous parlez des aveugles de naissance, on me pose énormément de questions. Mais moi, chaque fois, vous dites qu'il y a deux planètes. Moi, je ne pense pas qu'il y en a deux en fait. Il y a un univers complet. Chaque non-voyant, chaque malvoyant perçoit la vie, perçoit en fait son handicap de manière différente. Ah oui, mais quand Et même. on est vraiment très très différents et on a une perception vraiment, alors qui se recoupe parfois sur beaucoup de choses, mais effectivement, moi je pense qu'il y a les gens qui le vivent bien, les gens qui le vivent mal, bien sûr, il y a des gens qui malheureusement le vivent mal toute leur vie, mais ça c'est comme ça. Et effectivement, je pense que j'espère, à travers les échanges que nous allons avoir là cet après-midi, j'espère pouvoir avoir justement des réponses à certaines de mes questions. À ce sujet par rapport à la perception que peuvent avoir en fait qu'on peut avoir nous les uns et les autres justement sur notre vision des autres, notre vision de la vie, notre philosophie en fait de manière générale et puis cette approche de la culture effectivement qui je trouve est assez récente dans notre monde à nous. Si je peux parler de notre monde, mais parce que notre monde à nous c'est celui de tout le monde hein, bien sûr, mais cette approche de la culture, moi qui suis depuis mon élection, j'avoue que sur Paris, effectivement, je découvre énormément de choses, énormément d'associations, qui sont toutes en fait avec des sensibilités différentes, pas seulement en fonction des gens qui sont à leur tête, mais aussi en fonction justement des activités ou des aides qu'elles proposent, avec des sensibilités différentes. Et effectivement, je pense que le monde de la culture chez les déficients visuels et les non-voyants est en pleine explosion et va réellement dans le bon sens. Alors il y a encore beaucoup de travail, bien sûr, et il y en aura toujours. Notre intérêt n'est pas forcément d'être comme tout le monde, puisque nous ne sommes pas comme tout le monde. De toute façon, c'est une réalité. Mais par contre, cela ne nous empêche pas de percevoir effectivement, et comme le disait si bien tout à l'heure monsieur l'artiste, éveiller nos consciences et nos sensibilités et se donner du plaisir. Je pense que c'est avant tout ça, le maître mot. Alors je ne serai pas plus long, pardonnez-moi, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'intervenants et beaucoup de choses à dire, mais en tout cas, sachez que dès le départ, dès ces deux premières interventions, vous avez plus que piqué ma curiosité. Et écoutez, allons-y et je vous écoute tous et toutes. Merci beaucoup en tout cas, et je pense que vous allez nous faire énormément plaisir. Merci pour votre intervention. Et justement, c'est ce foisonnement de dispositifs, d'innovation et aussi encore de progrès à faire qu'on va pouvoir couvrir et débattre cet après-midi. Est-ce qu'il y a une autre question pour Claude Garandès ou de Montalembert au sujet des deux premières interventions ? Les deux interventions que vous avez faites, M. Garandès et M. Montalembert, sont à la fois touchantes parce que je ne vous cacherai pas que moi qui ai des lunettes, mais qui n'ai pas forcément une bonne vue, mais à côté de vous, c'est rien du tout. C'est une angoisse. Finalement, c'est un des handicaps qui fait le plus peur, sans doute. Parce que j'ai été, naturellement, je vois depuis la naissance, et c'est vrai que c'est toujours quelque chose qui m'a impressionné. Et la question, elle est pour tous les deux. Est-ce que finalement, votre handicap, votre déficience a fait de vous les artistes que vous êtes devenus, et si vous aviez été voyant, est-ce que vous le seriez devenu ? Oui, je pense que j'aurais été peintre, mais en bâtiment. Parce que mes résultats scolaires n'étaient pas terribles, donc je pense qu'à l'époque, j'aurais certainement été peintre, mais pas dans le domaine où je suis aujourd'hui. Donc en fait, oui, la cécité, elle m'a permis de prendre conscience de la richesse, si vous voulez, de la culture en général. J'élargis vraiment le domaine parce que, quand j'ai perdu la vue, ça a été d'abord la littérature qui m'a attiré, la musique, et puis je suis revenu une quinzaine d'années après à mes premières amours, c'est-à-dire le dessin, la sculpture et la peinture. Mais c'est la culture en général qui a façonné ma personnalité et qui m'a donné aussi l'envie de transmettre. C'est pour ça que je suis devenu, que j'ai choisi le métier d'enseignant et j'ai passé une carrière en tant qu'enseignant
avec des enseignants spécialisés aussi. Voilà, je crois que cette envie de participer, partager avec les autres, c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé vraiment fondamental. Après, je me permets, tant que j'ai la parole, oui, la cécité, c'est le handicap qui fait le plus peur. Il y a eu des études qui l'ont montré. Et cette peur, elle nous pénalise, nous, aveugles. Elle vient souvent se rajouter rajouter le handicap qui est le nôtre. Parce que la peur de nos amis voyants vient pénaliser ou peut pénaliser notre vie. Alors que s'ils se contentaient de voir comment ça se passe, de ne pas projeter leur peur ou leur fantasme sur la personne non-voyante, la vie serait un tout petit peu plus facile. Et c'est pour ça que des réunions comme aujourd'hui, qui permettent d'élargir et de faire comprendre et de faire évoluer les mentalités, sont des choses que nous recherchons en tant que personnes aveugles. J'ai dit, je suis un peu long. Merci beaucoup, Claude. Monsieur de Montalembert, la même question. Alors évidemment, il y a une fascination sur l'aveugle. Il n'y a qu'à regarder la littérature. Il y a peu de héros qui soient sourds. Mais alors des aveugles, il y en a beaucoup. Ça interroge énormément et on arrive presque à prêter des dons particuliers aux aveugles, n'est-ce pas? C'est comme si c'était presque positif. Et ainsi, dans cet institut à New York où j'ai fait ma rééducation, il est venu un aveugle qui nous a fait lecture, excusez-moi, parce que une conférence sur le fait que depuis qu'il est aveugle, il est beaucoup mieux. Et ça m'a tellement indigné que je lui ai dit, coupe-toi les jambes, ça sera encore mieux. Et il y a à côté de moi un garçon qui s'est mis à rire, on a été mis à la porte. Ce garçon était un Indien qui arrivait de Bombay 3 jours avant, et il n'avait pas encore pris tout à fait l'esprit américain sur la question. Donc, il faut faire très attention à cette histoire de parce que je suis aveugle, je suis devenu ceci ou cela. Moi, je crois que c'est comme un yoga. Il faut faire avec. Il y a une discipline, mais ça ne vous donne pas. C'est quand même pas un plus. Non. Oui. N'est-ce pas? Et il est certain que les gens, mon camarade plasticien en dira plus que moi là-dessus, il ne faut pas se faire d'illusions. Quand vous avez des expositions de photographes aveugles au 4e sous-sol du Metropolitan Museum de New York, pour moi, c'est insupportable. Pratiquement insupportable. Et je m'étais dit, jamais j'aurais la vulgarité de faire des photos en tant qu'aveugle. Et puis je me suis retrouvé à prendre des photos d'une grotte pendant 1 an et de faire un livre sur cette grotte avec les photos. Donc tout ça est pour dire, c'est compliqué, et c'est très compliqué, puisque lorsque je faisais ces photos de cette grotte, un matin, je suis descendu cette falaise, je suis rentré dans cette immense grotte, à peu près comme la chapelle, la Sainte-Chapelle, avec la mer qui rentre dedans. J'ai vu cette lumière du mois d'avril-mai. Je suis rentré dans un petit lac dans cette grotte. Pour stabiliser l'appareil, j'ai mis mes 2 petits doigts en bas pour toucher l'eau, pour mettre l'appareil bien horizontal. J'étais nu, j'ai senti sur ma peau toute la lumière et je savais que c'était magnifique. J'ai pris la photo, je suis remonté, j'ai dit j'ai quelque chose dans la boîte qui est fantastique. Tant pis, j'attends pas que la pellicule soit finie. Je vais chez le faire développer, c'est du noir et blanc. Et le type me dit, la photo est absolument fabuleuse parce qu'il y a un rayon de lumière et puis on voit ta canne là dans ma canne. Je l'avais oubliée. Merde. Et j'ai dit, non, je la refais. Je suis descendu avec la même lumière, le même endroit, etc. pendant 3, 4, 8 jours. Prendre la même photo. Et je savais qu'elle n'était pas dedans. Comment est-ce que vous savez ça? Je n'en sais rien. Et c'est vraiment, ça pose une question qui est absolument passionnante et avec laquelle j'ai beaucoup discuté avec Henri Cartier-Bresson. Je lui disais, Henri, tu as une boîte, un Leica,
Il y en a plein qui ont une boîte, je prends 500 photos, il y a une photo de toi dedans, je lance ça sur le parquet, et ta photo, je la trouve en quelques minutes. Hein? Parce que comment est-ce que l'esprit a un tel pouvoir de transformer la matière? Hein? Tout ça est passionnant. Ne pas tomber dans les dons inhérents à l'aveuglement. Enfin, on ne dit pas l'aveuglement en français. Je ne sais pas comment on dit. La cécité. Cécité, La cécité. Voilà. C'est une question qui est vraiment passionnante. On échangeait plus tard. Or, une des filles de l'INJA, celle qui est née de naissance, m'a dit une chose qui est magnifique aussi. Quand je lis, je vois. Magnifique. Très belle phrase. Ouais. Merci beaucoup, monsieur de Montalembert. Je vous propose une dernière question peut-être. Il faut après qu'on enchaîne rapidement, s'il vous plaît. Question assez rapide. Je pense avoir la réponse de monsieur de Montalembert. Vous avez la possibilité demain d'avoir une opération et de dire, allez, hop, vous allez voir comme vous n'avez jamais vu. Qu'est-ce que vous faites? Alors, évidemment, je ne peux pas y répondre puisque j'ai vu. Et oui, Donc moi, tout de suite, je saute sur la table vous sautez sur la table. d'opération. Je suis pas sûre. N'est-ce pas? Mais dans mes 5 élèves de l'INJA, Oui. je n'ai pas eu cette réponse-là du tout. J'ai eu beaucoup d'hésitation. Et quand il y a un livre très... Peut-être que Lord le connaîtra, qui est un Américain qui a écrit les quelques cas qu'on a, il y en a une vingtaine, de gens qui n'ont jamais vu et à qui on donne la vue, ça se passe très mal. J'étais en relation avec un chirurgien en Angleterre qui a donné la vue à un homme de 45 ans qu'il n'avait jamais vu. Il s'est suicidé. Et c'est pas il y en a d'autres, ils se mettent un bandeau quand ils rentrent chez eux. C'est vous dire, si vous n'avez pas eu la plasticité du cerveau de l'enfant pour comprendre le monde, et que les images complexes ne sont pas décodées par votre cerveau, vous êtes... C'est effrayant. Oui, c'est ça. Enfin, il faut lire ce livre et malheureusement, l'écrivain m'échappe complètement. Il a écrit, mais c'est très très connu. Il est mort il y a 5-6 ans. C'est un livre extraordinaire sur les quelques cas qu'on connaît. Par exemple, cet aveugle au XVIIIe siècle à qui on donne la vue, et pour reconnaître son chien, il ferme les yeux et il le caresse. Sinon, il ne sait pas que c'est son chien. J'ai rencontré il y a un an et demi à peu près, un homme, lui, il avait perdu la vue des images complexes. Il me disait, je n'ose en parler à personne, mais vous allez peut-être comprendre ce qui m'arrive. Ma femme rentre dans la pièce, je ne sais pas qui c'est. J'attends qu'elle parle. Parce qu'il n'a plus l'analyse des... Bon, voilà. Oui. Et ça répond à votre question, c'est-à-dire que ce n'est pas une situation... on n'a pas le cerveau du bébé. Non, on n'a pas le cerveau du bébé, mais je ne suis pas sûre que toutes les personnes qui ont été voyantes voudraient revoir. Ah, Voilà. bah écoutez, Et je me suis posé la ils ont question. peut-être de mauvais souvenirs. Je vous propose qu'on passe à la suite. On a encore beaucoup d'intervenants. Merci beaucoup, Claude Garandès et Hugues de Montalembert. Donc la deuxième partie de la table ronde est destinée à l'accès, comment accéder à la culture quand on est malvoyant ou non-voyant, à travers le toucher, l'audiodescription, les différentes formes de médiation. Je vais commencer par donner la parole à Béatrice de Parseval, qui est administratrice de l'association APIDV. Oui, alors en fait, depuis les lois de 2005 sur l'égalité des chances, les choses ont quand même pas mal bougé. On a vu apparaître dans les musées et établissements culturels un certain nombre d'initiatives. Il y a eu des visites organisées pour les personnes déficientes visuelles, prises dans leur spécificité. On a aussi vu apparaître des livres à la fois tactiles et sonores. Je pense au sens itinéraire du Centre des Monuments Nationaux pour les monuments historiques. Il y a eu un certain nombre de choses qui ont été
réalisé, mais en fait, c'était un grand progrès et ça cantonnait quand même les personnes handicapées dans des groupes à spécificité, à des horaires précis, parfois même dans des endroits particuliers. Et on a l'impression, en fait, au bout d'un moment, qu'on est un peu resté entre soi. Et je pense que maintenant, ce qui arrive de plus en plus, c'est que les personnes handicapées ont envie davantage d'être en même temps que tout le monde et comme tout le monde dans les musées et monuments. Elles ont besoin davantage de tactile, mais de tactile tout le temps en fait, et partout. Et il se trouve que, on parlait tout à l'heure des enfants, en fait, je pense que la vue c'est aussi un apprentissage. Les enfants au début ont besoin de tactile pour comprendre le monde dans lequel ils évoluent, ils commencent à tout toucher. Et puis quand on arrive à 3-4 ans, qu'on les emmène dans les magasins, on leur dit surtout tu ne touches pas. Et ça s'arrête. Mais pour nous, le tactile c'est essentiel. Et c'est un outil de découverte, de connaissance, d'apprentissage et aussi de mémorisation. Et ça, on devrait pouvoir le trouver, j'allais dire, dès qu'on arrive dans un endroit, ça serait utile que tous les établissements culturels, de base, aient une maquette dans le hall d'entrée, une maquette et un plan tactile qui leur permettent de se repérer, de comprendre l'architecture, de se situer dans l'urbanisme et de comprendre comment évoluer dans l'univers dans lequel ils arrivent. Et ça, ça serait quand même très très utile. Par ailleurs, justement, actuellement, on a des tirages 3D qui se généralisent, qui permettent beaucoup plus facilement de trouver des outils, de créer des outils plus exactement en 3 dimensions, qui viennent compléter les planches tactiles qu'on avait habituellement, notamment pour tout ce qui est, j'allais dire, tableau, permettre de comprendre la composition d'un tableau. Et donc, on aimerait justement que comme tout le monde et en même temps que tout le monde, on puisse aller au musée sans prendre rendez-vous 3 semaines à l'avance avec un groupe dédié, mais qu'on puisse nous aussi découvrir en fait en allant dans un musée avec une personne qui vous accompagne, en individuel, trouver des outils qui vous permettent de comprendre, d'avoir sous les doigts des œuvres emblématiques, pas beaucoup, mais 1 ou 2, 3 peut-être par salle, des œuvres qui vous permettent de comprendre le sens de la salle, en fait, la spécificité de la salle, sachant que l'audio, on peut nous donner des audioguides, c'est bien, mais c'est pas suffisant. On a besoin d'avoir vraiment des outils complémentaires, en fait, d'avoir du multimodal, c'est-à-dire à la fois de l'audio, mais aussi du tactile sous les doigts. Et ces outils, enfin, représentant des œuvres emblématiques, permettraient de comprendre après qu'il y a d'autres œuvres qui découlent de celles-là, mais de comprendre en tout cas le discours de la salle dans laquelle on se trouve, sachant que la découverte tactile prend du temps. Donc pendant qu'on est accompagné d'un voyant qui peut regarder d'autres œuvres, nous on découvre les 3 essentiels, et ça c'est déjà énorme. Voilà. Donc ça, c'est une des choses dont on aurait besoin. Et par ailleurs, on aimerait aussi beaucoup pouvoir avoir le même niveau d'information que les personnes valides, c'est-à-dire que les associations qui sont agréées, je pense à PIDV, puisqu'on est agréé par Platon pour les livres sonores, les livres adaptés, que les associations puissent bénéficier dès le BAT, quand il y a des expositions, du catalogue, pour pouvoir l'adapter et qu'il sorte en même temps que tout le monde, au moment du début de l'exposition, et non pas à la fin, parce que quand on le demande parfois à Platon, ça met un certain temps à arriver, et le livre, il arrive à la fermeture de l'exposition, et c'est terriblement frustrant. Donc ça aussi, c'est une des choses qu'on propose. Et nous avons
sommes en train de monter en partenariat avec la Cité de l'Architecture Paris au bout des doigts. Et nous aimerions aussi que l'exception culturelle qui a été accordée aux personnes déficientes visuelles par les lois de 2006 s'étende maintenant à tout ce qui est œuvre architecturale ou sculptée, de manière à pouvoir avoir des maquettes facilement d'œuvres ou d'architecture contemporaine. On aimerait pouvoir toucher le Grand Stade ou la Grande Bibliothèque, François Mitterrand, tout comme on peut déjà toucher les maquettes de Notre-Dame ou du Louvre. Voilà, ça c'est des choses essentielles qui nous semblent importantes parce qu'on a bien conscience que il y a des œuvres qui sont trop fragiles pour être touchées, c'est normal. Il y en a d'autres qui le sont moins. Et on est parfois autorisé, dans certains cas, dans des visites dédiées, avec une médiation particulière et des gants, on est invité à toucher certaines œuvres. Mais c'est des cas particuliers, c'est avec grande émotion et beaucoup de plaisir qu'on en bénéficie. Mais on aimerait maintenant, voilà, en partenariat avec les musées, pouvoir aider à la construction de parcours de visite et aide au choix, en fait, et à la préconisation de nouveaux outils. On a plein d'idées pour ça. Et par ailleurs, oui, c'est ça. Trouver un véritable... N'être plus simplement des bénéficiaires de certaines visites qu'on organise pour nous, mais être de vrais partenaires. Participer à la conception des Exactement. visites. Ouais. Merci beaucoup. L'expression de ces besoins, c'est très concret pour faciliter l'accès à la culture. Merci pour la transition toute trouvée avec la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Vous évoquiez, Béatrice, le projet Paris au bout des doigts. Et donc il y a Claire Munurat-Ducoq. Claire, vous êtes pas très loin, à ma gauche peut-être. Ok. Vous êtes, Claire, donc, chef de projet médiation culturelle justement à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Est-ce que vous pouvez nous dire donc, quelques mots sur ce que vous proposez à la Cité de l'Architecture pour les publics déficients visuels et en particulier dire 2 mots sur ce projet innovant Paris au bout des doigts? Tout à fait. Alors déjà, un petit historique avant de reparler justement de ce beau projet qui nous réunit depuis quelques mois à la PIDV et puis la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Donc la Cité, c'est un musée qui propose une histoire de l'architecture du Moyen-Âge à nos jours, mais c'est également une école, c'est également une bibliothèque, c'est également un centre d'archives. Nous avons toute une programmation évidemment d'expositions temporaires, colloques et conférences. Et depuis 2007, son ouverture, on a toujours eu à cœur de proposer une offre culturelle destinée à tous les publics. Et donc tout naturellement, nous avons proposé dès le départ des offres adaptées, notamment au public en situation de handicap et aux personnes aveugles et malvoyantes. Alors pour cela, nous avons mis en place un certain nombre d'outils. Alors vous imaginez bien qu'en 15 ans, les outils ont évolué. On les a aussi conçus petit à petit, puisque... Je te rejoins, Béatrice, quand tu dis qu'effectivement, on aimerait sortir un petit peu de la visite guidée où on est obligé de prendre un horaire, d'être peut-être avec un groupe et de pouvoir simplement partager avec sa famille, un ami, une amie, une visite et sans se poser la question et pouvoir justement trouver autant de l'audio que du tactile, que différents outils qui permettront de partager ce moment de découverte culturelle. Mais les choses se font aussi petit à petit. Donc moi, je vais plutôt vous parler aussi des outils qu'on a pu mettre en place et donc que j'utilise plutôt lors de visites guidées, même s'il y a des choses qui sont possibles évidemment en autonomie. Un des premiers outils, ça a été les maquettes manipulables. Alors ça a été une volonté très forte. L'idée, c'était de comprendre comment ça tient. Un arc en plein cintre, une croisée d'ogive, une charpente. Mais ces outils étaient faits pour tous. Donc ils étaient adaptés à différents publics, mais ils sont dans les salles et ils le sont toujours. Et l'idée, justement, c'est que tout le monde puisse les manipuler pour essayer de comprendre. Donc ils sont utilisés autant donc, en autonomie qu'en visite guidée. Pour les visites guidées, pour les personnes déficientes visuelles, très rapidement, j'ai ajouté évidemment le dessin tactile, le dessin en relief. Alors évidemment, c'est un outil
évidemment possible. Mais pour nous, ça a du sens, puisqu'en architecture, le dessin étant quand même au cœur du processus de l'architecte, ça avait tout son sens de proposer aussi un dessin en relief, donc un plan, une façade, une élévation, pour compléter la maquette, notamment la maquette manipulable. Et puis depuis quelques années maintenant, et on a eu la chance à la Cité de l'Architecture, dès 2013, de pouvoir acheter une imprimante 3D. Donc à l'époque, on la faisait venir des États-Unis, on la vendait quasiment pas, enfin voilà, c'était assez expérimental. Et on a commencé à créer des petites maquettes pour compléter justement le propos et comprendre finalement les volumes d'un bâtiment. Et notamment, l'idée était que la maquette tienne dans les mains et dans une main, pour qu'on puisse vraiment en sentir tous les éléments constitutifs et avec une médiation orale évidemment qui complète le propos. Donc tous ces outils finalement pour l'architecture se combinent les uns les autres. On a le passage de la 2D à la 3D. Donc c'est vrai que maquette manipulable, maquette 3D, dessin en relief, voilà, tout prend son sens avec évidemment toute une partie descriptive. Et nous avons aussi quand même la chance, même si un certain nombre d'œuvres ne peuvent pas être touchées, on va revenir au ne pas toucher, aux fragiles, on a la chance quand même de pouvoir toucher quelques œuvres, et notamment la reconstitution à échelle 1, donc aussi grand qu'En-Bray, d'un appartement de Le Corbusier, de la Cité Radieuse. Et là encore, c'est une autre expérience, puisque comme on est à échelle 1, on peut découvrir l'espace, évidemment, donc de l'appartement. Alors ça, vous allez me dire, bon, peut-être que vous connaissez déjà votre appartement, bon, certes, mais là où ça a un intérêt, c'est que c'est comme si on avait pris en fait une tranche de gâteau, on a enlevé l'appartement et on a toute la structure interne que l'on peut toucher, donc la structure en béton armé, les poutres IPN en métal, et ça normalement, non seulement on ne peut pas le toucher, mais on ne peut pas le voir non plus, puisque c'est caché. Donc quand même, tout ça, voilà, là autant tout le monde peut en profiter du coup, que ce soit visuellement ou tactilement. Donc pour en revenir aux maquettes 3D, comme je disais, donc moi je l'utilise depuis plus de 10 ans, et en fait il y a quelques mois, Thibaut de Martin-Pré m'appelle et me dit « Claire, j'ai suivi une visite ». C'était l'exposition Art Déco, si vous ne l'avez pas vue, c'était formidable. Et il avait touché, à l'occasion de cette visite-là, un petit palais de Chaillot, puisque donc, la cité étant dans le palais de Chaillot, et le palais de Chaillot datant de 1937, période Art Déco. Et là, il me dit, on est en train, à PDV en ce moment, de créer et de concevoir des maquettes 3D, parce que nous avons une imprimante 3D, eux aussi. Et ce serait formidable qu'on puisse s'associer et imaginer de continuer une collection d'architecture et de petites maquettes 3D d'architecture. Et donc c'est le projet dont Béatrice a parlé. Pour le moment, on serait sur la première série, puisque nous avons plein d'idées pour continuer. Donc Paris au bout des doigts. Donc elle a été déjà présentée à plusieurs occasions, grâce à HappyDV. Elle a été présentée il y a une quinzaine de jours à la Cité de l'Architecture. Là, pour le moment, il y a une quinzaine de prototypes qui sont déjà créés. Et l'idée, en fait, c'est, notamment avec Béatrice, d'imaginer en fait, la médiation qui irait autour de cette collection pour pouvoir la faire voyager et la faire découvrir au plus grand nombre. Et là où c'est intéressant aussi, c'est que, et j'utilise aussi déjà, c'est que le projet en fait est évidemment destiné aux personnes mal et non-voyantes pour qu'elles puissent découvrir différentes architectures et notamment de Paris. Mais c'est en fait primordial, touché et très intéressant pour d'autres publics qui pourraient échanger et partager sur ça. Donc, voilà. Alors, on a apporté quelques maquettes d'ailleurs qui seront mises à disposition Je me suis tout à l'heure. permise d'apporter. Ah, t'en as apporté. Mais elles seront aussi mises à disposition habituellement. tout à l'heure pendant le cocktail. Vous pourrez toucher ces maquettes, quelques maquettes de Paris à bout de doigts, notamment le Palais Bourbon. Qui a été dans la série. Et l'hémicycle également, Stéphanie. Voilà. Et voilà. Il y aura des... Merci beaucoup, Claire. Merci. Alors Claire, vous parlez de droit au toucher. J'aimerais maintenant donner la parole à Stéphane Gaillard. Donc, Stéphane Gaillard, vous êtes directeur de l'INJA. On a déjà parlé de l'INJA, donc l'INJA Louis Braille maintenant. Et vous avez cette double casquette de directeur de l'INJA Louis Braille, mais vous avez également été directeur de la Villa Médicis en Italie. Et j'ai une première question pour vous par rapport à l'Italie et au droit au toucher. J'ai cru comprendre que le rapport au toucher, notamment dans les musées italiens, était assez différent. Est-ce que vous pourriez nous partager votre expérience en la matière ? Merci Thibaut, on se voit maintenant. Oui, tu vois, c'est sérieux. C'est l'Assemblée nationale qui nous transforme.
Effectivement, en Italie, les choses sont peut-être beaucoup plus... c'est rarement un pays qu'on prend en exemple, mais pour l'accès, c'était la cathédrale de Lucques par exemple, mais à Sienne c'est exactement pareil, on vous ouvre grand les portes, on vous donne une paire de gants et vous pouvez vaquer à vos propres occupations tout seul sans avoir à réserver un créneau. Au musée national romain, qui est le grand musée en fait, de sculptures, de fresques et de mosaïques, qui pourrait se comparer à un musée universel parisien par exemple. Là, c'est encore plus, peut-être même trop permissif, puisque dès l'entrée, on vous dit que tout est permis. On ne vous donne pas de gants et on peut aller toucher la statue d'Auguste. Voilà. On peut, alors, sauf celle que personne ne peut vraiment approcher parce que les alarmes s'allument dès qu'on a moins de 2 mètres, mais là, bon, nous non plus, on ne peut pas les toucher, mais les voyants la voient de loin. Mais sinon, absolument tout est permis. Et il y a des gardiens de salle qui vous laissent faire, qui vous interrogent. Parce que moi, la première chose que j'ai demandé dans ce musée, c'est où est la reproduction, parce que je n'arrivais pas à croire que j'avais le droit à toucher le marbre d'Auguste. Et il fait non, c'est l'original, vous avez le droit, il n'y a pas de problème. Et où étaient les gants, parce que ça, c'est extrêmement permissif et ça permet effectivement... Déjà, on rend bien jaloux les voyants, là, d'un coup. Parce qu'on est les seuls et on réalise en fait le fantasme de tous les enfants de pouvoir toucher les œuvres. Et après, il y a d'autres manières en fait qui sont plus, on va dire, évoluées dans la conception de l'accès, qui est au-delà du droit au toucher, mais qui permet justement, parce qu'on ne revendique pas de toucher tout. Vous avez le musée régional de Rubino, une toute petite ville des Marches, où les chefs-d'œuvre du musée ont été reproduites, qui en céramique, qui en relief. Et en fait, c'est exactement... Là, on se sent vraiment comme un voyant, puisque le visiteur moyen d'un musée ne va pas regarder avec précision toutes les œuvres. Il ne va pas vouloir toucher toutes les statues ou toutes les tapisseries, mais en fait il a envie de comprendre les 2-3 chefs-d'œuvre du musée. Et là effectivement ils ont fait un travail sur ce qu'ils avaient estimé comme les œuvres les plus marquantes de leur musée. Ils les ont reproduites. Vous avez la Cité idéale, vous avez je ne sais plus quelle annonciation qui sont reproduites. Et enfin, il y a la Galerie Borghese. Je vous fais une petite mosaïque impressionniste de ce qui se fait là-bas, mais ça montre l'état d'esprit en fait. On part en Italie demain, ou ce soir, on prend le train de nuit, comme chantait Barbara. On va gare de Lyon et on prend le train pour Venise. Et à la Galerie Borghese à Rome, là, ils ont poussé beaucoup plus loin, en fait, l'accès à la culture, puisque dès l'entrée, les sculptures du Bernin les plus... il y en a 4-5 du Bernin qui scandent le musée. Elles sont reproduites à petite échelle, donc à échelle qui doit faire 30 cm, et elles sont mises à votre disposition dès l'entrée pour les malvoyants. Et ensuite, quand on monte, de la même façon, ont été identifiés avec on va dire l'homologue de l'INJA, qui est l'Istituto Sant'Alessio de Rome. Ils sont allés voir quelles étaient les œuvres les plus marquantes du musée. Et devant les grands tableaux, donc le Raphaël, le Corrège, le Titien, en fait, il y a comme un, comment on appelle ça, pour un chevalet, où dessus, il y a dans une résine très souple, d'un côté en braille italien et en braille anglais, la description, le texte de salle en fait, en description. De l'autre côté, vous avez la reproduction de la peinture en relief. Et en plus, il y a des QR codes pour la langue des signes anglaise et italienne. Ils ont fait un vrai travail en fait sur les 5 ou 6 chefs-d'œuvre en peinture, en plus des reproductions miniatures en résine. Donc, il y a une vraie recherche en fait d'accès, et pas que pour les malvoyants, parce qu'il y a aussi pour les malentendants, sur l'Italie. Je vais prendre un autre exemple, si j'ai beaucoup plus vécu en Italie qu'en Grèce. À Thessalonique, dans les musées d'archéologie grecque et byzantine, vous avez dans chaque salle au moins un objet qui est accessible au toucher. Et en fait, les gardiens de salle sont tous formés pour vous indiquer comment y accéder et vous l'interpréter avec vous. Donc il y a un vrai travail qui a été fait dans leur musée aussi. Il y a de très bons exemples à prendre en Italie et en Grèce alors. À Thessalonique. Merci Stéphane. J'aimerais maintenant changer un petit peu de sujet, parler d'une nouvelle forme, enfin une autre forme d'accès à la culture et à l'art, c'est l'accès à l'écrit, à la lecture. C'est évidemment un enjeu aussi pour les personnes malvoyantes et non-voyantes, puisque seulement 5% de tout ce qui est produit en termes de livres est accessible. Alors accessible, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire accessible en audio, en format DAISY ou en braille numérique ou braille papier. Donc il y a une véritable pénurie d'ouvrages accessibles. Et là-dessus, Stéphane, est-ce que
tu peux nous dire, je vais te tutoyer, parce que je sens que tu étais vexé. Non, Non, je plaisante. Mais oui, parce que tu as 2 casquettes. Tu as aussi la casquette de directeur de l'INJA Louis Braille, et j'ai entendu parler d'un projet justement de portail de l'édition adaptée pour arriver à tu vas nous expliquer un peu les enjeux rapidement, mais à augmenter l'offre, j'imagine, l'offre et la quantité d'ouvrages adaptés. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots là-dessus? Bien sûr. Et d'ailleurs, je vais remercier déjà Hugues de Montalembert, parce que grâce à sa cécité, Thibault de Montalembert m'accompagne souvent, puisque c'est devenu le meilleur lecteur. Ah oui, c'est ça, je me disais, mais où est-ce que j'ai entendu votre nom? Il est venu à l'Institut le 18 mars pour faire une lecture dans le noir. Absolument. Et pour montrer aux voyants comment ça pouvait être extraordinaire d'avoir accès à la lecture par la voix, et quelles sont les sensations très différentes et les émotions très différentes que l'on a en termes de lecture. Pour rebondir sur leur portail, effectivement, qui est un projet qui est porté par l'État, qui est porté par le ministère de la Culture et le ministère des Personnes en situation de handicap, qui ont fait le constat, effectivement, de pas la pénurie, mais que le volume d'accès à la littérature est trop faible pour les personnes, on va dire, en situation de déficience sensorielle. Parce que là, c'est pas que pour les déficients visuels, puisqu'on intègre les 10 et les déficients auditifs aussi, qui ont été encore plus oubliés que nous jusqu'à maintenant pour l'accès à la littérature. Et effectivement, parce que la vraie égalité, c'est de nous laisser le choix de par quel mode on veut accéder à la littérature. Il y a ceux qui voudront en braille papier, et il y a ceux qui le voudront en braille numérique. Il y a ceux qui veulent, pour d'autres raisons, l'avoir en audio ou en gros caractère parce qu'ils ont de bons résidus visuels. Et il est vrai qu'il faut que chacun puisse avoir accès. C'est la vraie liberté et la vraie égalité. Et aussi d'avoir un portail unique pour qu'on ne se perde pas. Parce que c'est vrai qu'il y a des bibliothèques qui existent, mais elles sont plus ou moins connues en fonction de notre intégration dans le monde de la déficience visuelle. Et elle fonctionne beaucoup en fait sur le bénévolat, parce que c'est en général les réseaux associatifs qui tiennent ces projets et qui comptent sur leurs bénévoles pour lire ou pour transcrire en braille ou en gros caractères les œuvres. Et donc HappyDV en est une, comme la VH ou d'autres associations qui portent ces projets. Et là, l'État veut en fait changer de dimension. Et effectivement, il y a un plan de rattrapage qui est à l'étude, et dont nous avons la charge de l'évaluer pour ensuite éclairer en fait les décideurs publics sur où est-ce que l'on doit mettre l'accent, beaucoup sur les manuels scolaires, parce que l'accès à la culture, c'est aussi et surtout pour commencer à l'accès aux manuels scolaires qui demandent beaucoup d'adaptation pour les jeunes déficients visuels, auditifs et les 10. Et ensuite, il y a tous ces volets en fait, de littérature, effectivement, mais la formation professionnelle, l'enseignement supérieur, tous ces volets-là sont à l'étude en ce moment, grâce à la Bibliothèque nationale de France et à l'Institut national des jeunes aveugles qui ont été mandatés par Matignon pour en fait élaborer un projet de rattrapage et ensuite avoir un portail unique qui sera accessible à toutes les personnes en situation de déficience. Le site de Gallica est impossible. N'est-ce pas? Il faut absolument qu'il y ait une réforme sur ce site. C'est très, très compliqué. Et pour les aveugles, de circuler à l'aise et de choisir à la Bibliothèque nationale des œuvres sur Gallica, c'est trop compliqué. Il faut absolument que ça soit changé. Et donc ce projet de portail répond à cet enjeu-là. Merci beaucoup, je suis content que Stéphane. vous soyez là parce que ça, c'est quelque chose qui vraiment est très, très important. Je propose qu'on passe maintenant... Merci beaucoup Stéphane pour cette intervention. Je propose qu'on passe maintenant à une autre modalité d'accès très importante, d'accès à la culture, qui est donc l'audiodescription. Donc on a parmi nous Tatiana Loïc, je prononce bien, Loïc, excusez-moi. Vous êtes donc relectrice d'audiodescription et par ailleurs guide conférencière. Je vais vous demander un petit peu de nous expliquer quelles sont les différentes formes de description, comment ça fonctionne, enfin à quoi finalement ça sert finalement pour les déficients visuels et en particulier voilà, l'audiodescription, comment garantir finalement une qualité de description, notamment à travers votre rôle de relectrice. Bonjour, donc moi je suis donc ce qu'on appelle collaboratrice à l'écriture de versions audio décrites. Tout simplement, donc on relit à l'oreille les audiodescriptions. Alors rapidement, je vais déjà répondre à la question. Bon, moi aussi, on me demande de retrouver la vue. Je ne dis pas non. Et
Bon. Alors, donc, l'audiodescription, c'est quoi exactement? C'est-à-dire que c'est une voix qui va nous permettre d'avoir une description des images, mais tout en tenant compte du son, du dialogue ou d'une bande-son. C'est-à-dire que on peut trouver de l'audiodescription où? On peut en trouver au théâtre, dans les séries, dans des films, sur des publicités. On peut en trouver maintenant sur le net, sur Internet, sur tout le contenu web. Et ce qu'il ne faut surtout pas oublier en audiodescription, c'est quoi? Effectivement, comme disait Hugues de Montalembert, il y a des cécités, il y a des cécités acquises, des cécités congénitales, il y a aussi des malvoyances. Et il y a toutes les personnes qui entourent ces personnes qui ont des déficiences visuelles. On dit en France, il y a environ 2 millions de personnes qui sont en situation de cécité ou d'amblyopie, de très grande malvoyance. Donc 2 millions de personnes pour qui l'audiodescription est réellement indispensable pour comprendre certaines œuvres. Un spectacle vivant, une publicité, un film. Effectivement, on a toujours des films qui pourront se comprendre sans audiodescription. Mais il y en a certains, c'est pas possible. Et d'autres, oui, on va les comprendre, mais on va passer à côté de la poésie de l'œuvre. Et ça, par contre, ça devient très compliqué. Et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que effectivement, dans une famille, si papy ou mamie a la DMLA, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre un film le soir, on va mettre l'audiodescription pour que papy ou mamie puisse comprendre. Mais c'est toute la famille qui va profiter de l'audiodescription à la télévision. C'est les enfants, les petits-enfants, les voisins. Et la première personne aux États-Unis, qui est Gregory Fraser, qui a commencé à codifier cette audiodescription, il a eu cette idée en allant voir un de ses amis qui est aveugle. Et sa femme, pendant le film, en fait, lui décrivait absolument tout. Ils avaient comme un petit code entre eux. Et il s'est dit, mais attendez, en fait, il faut codifier tout ça, il faut faire de l'audiodescription et en faire réellement un projet et qui donne accès à la culture cinématographique, donc après ça s'est un petit peu élargi, aux déficients visuels. Et voilà, cette idée est née de là, aux États-Unis, à San Francisco. Et Gregory Fraser donc, était ami de Coppola, et le frère de Coppola était directeur de l'Université de San Francisco. Donc, ce qui effectivement aide les choses à évoluer. Voilà. Donc, je vais vous faire un petit topo. Donc, déjà, l'audiodescription, on peut la trouver où? Dans des théâtres vivants. Donc, on peut faire appel à ce qu'on appelle des souffleurs. Donc, une personne qui va être à côté de vous pendant le spectacle et qui va souffler à l'oreille la description. On peut faire aussi appel à des descripteurs qui vont faire en direct une description, dans certaines pièces de théâtre, d'improvisation, notamment, ou dans du cirque, qui n'est pas improvisé, enfin, qui est improvisé, plus exactement, dans des acrobaties, dans des choses comme ça. Et il y a aussi, dans les spectacles vivants, des audiodescriptions qui sont enregistrées par captation de spectacle, comme font mes collègues d'Accès Culture et mes collègues de l'Opéra Comique. Et sinon, donc, on peut aussi avoir des audiodescriptions à la télévision et sur les plateformes, les plateformes. Et donc là, on va avoir effectivement l'ARCOM qui va avoir des quotas, qui va imposer des quotas aux chaînes de télévision et qui va imposer le respect et une certaine norme. Et alors, l'ARCOM essaye aujourd'hui d'imposer certaines normes aux plateformes, ce qui est un petit peu compliqué, parce qu'ils n'ont pas les mêmes contrats. Et ils sont en train d'essayer de faire signer les mêmes contrats à ces plateformes. Et aujourd'hui, on a beaucoup de disparités entre les chaînes et les plateformes. On a France Télé qui progresse beaucoup au niveau de l'audiodescription. On a Arte, qui est un des très bons élèves, qui audio-décrit quasiment tous ses films. Et les séries françaises, en tout cas, et quelques séries anglaises. Bon, il y a encore beaucoup de séries qu'on n'a malheureusement pas encore en accès sur la plateforme d'Arte. Mais en tout cas, ça va dans le bon sens. On a un bon élève en plateforme qui est Apple TV. Il y a beaucoup, beaucoup d'audiodescription.
Et le son de l'audiodescription est très respecté. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous avez un film avec un son en numérique, enfin vraiment, et qu'on se retrouve avec une audiodescription qui est juste en stéréo, enfin, c'est complètement aberrant en fait. Le son du film n'est pas du tout le même que l'audiodescription. Et il n'y a pas du tout de règles, il n'y a pas du tout de normes pour ça, et il faudrait vraiment qu'on progresse là-dessus. Et pour donner un autre exemple de mauvais élèves, on a Netflix. Alors eux, l'intérêt et l'économie au maximum. Donc on ne fait même plus appel à un comédien pour lire l'audiodescription, on met une voix de synthèse. Mais une voix de synthèse absolument abominable. Et Netflix ne fait jamais relire ses audiodescriptions. Et c'est un travail à la chaîne et c'est souvent d'assez mauvaise qualité. Voilà. Alors justement, la relecture, est-ce que vous pouvez expliquer votre rôle de relectrice Bien sûr. Alors la relecture, donc moi je suis relectrice, donc collaboratrice, et je vais la plupart du temps c'est comme ça que ça passe. Je rencontre l'auteur met le film et lit son propre texte, et moi je vais être là en disant voilà, moi là il me manque quelque chose, là effectivement ça va être trop long parce que ça va mordre sur les paroles ou sur un bruit qui est important du film. On ne va pas décrire une porte qui claque, c'est dommage. On ne va pas... Mais par contre, moi, qu'on me dise derrière que le ciel est couleur d'azur, moi, ça m'intéresse. Voilà. Et je suis effectivement pas aveugle de naissance, mais j'ai beaucoup discuté avec des aveugles de naissance et qui me répondent, mais attendez, nous aussi, on a le droit à la poésie visuelle. Voilà. Et effectivement, quand je réponds au rouge, oui, c'est rouge, mais rouge comment? Ça aussi, j'aime bien. J'aime bien qu'on me réponde, c'est jaune sable. Voilà, que c'est d'une couleur sable. C'est beaucoup plus clair. Voilà. Et il y a aussi l'audiodescription, donc ce qu'il y a au cinéma. Alors, au cinéma, il y a plusieurs façons d'audiodécrire. Il y a le boîtier que le cinéma va mettre en place. Et il y a aussi maintenant des applications sur smartphone. C'est-à-dire que vous téléchargez votre audiodescription chez vous et vous arrivez au cinéma avec votre téléphone, vos écouteurs, et vous pouvez aller dans n'importe quel cinéma. Et ça, c'est vraiment une énorme autonomie, parce qu'en province, pour trouver un cinéma accessible en transport, c'est très compliqué. Parce que quand on est aveugle, on n'a pas de voiture. Voilà. Et on n'a pas forcément envie d'aller chercher quelqu'un qui va nous emmener ou de payer un taxi pour faire 50 km. Voilà. Et malheureusement, on a aussi une énorme fracture numérique entre les personnes qui perdent la vue. Et ça, c'est très compliqué parce qu'effectivement, ces personnes ont besoin d'une réadaptation au numérique. Et le boîtier permettait effectivement à ces personnes d'avoir juste un petit bouton à tourner sur un boîtier et d'avoir l'audiodescription. Et ça, c'est vrai que c'était pas mal. Mais la déficience visuelle a aussi effectivement beaucoup de facettes qu'il faut prendre en compte. Et donc voilà, moi je vous ai expliqué donc mon travail en tant que relectrice. Aujourd'hui, on a aussi il faut beaucoup se méfier de ce qui est en train d'arriver avec l'accessibilité numérique, avec l'IA, parce qu'on est en train de nous dire, voilà, vous allez avoir plein de contenu audio décrit, mais ce contenu audio décrit n'aura pas de vérification réelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les applications qui décrivent font énormément de fautes, voilà, donc on n'a vraiment pas une information réelle. Pour vous donner un exemple, une personne qui va cligner des yeux, on va dire elle ferme les yeux. C'est pas du tout la même chose. Voilà. Et on a toute une symbolique qui n'est plus la même. Et ces audiodescriptions aujourd'hui, donc aujourd'hui on a des productions qui demandent à des laboratoires de post-production de créer une audiodescription. En général, c'est tout un tout un package avec l'accessibilité, le sous-titrage va avec, etc. Ça coûte moins cher, le doublage, on fait tout avec. Et il n'y a pas de transparence au niveau de ces boîtes de post-production. C'est-à-dire que les boîtes de post-production, elles donnent tout un tarif différent, en disant, bon ben voilà, la globalité c'est ça. Mais on ne donne pas de transparence pour savoir s'il y a eu une relecture. On ne donne pas de transparence pour savoir s'il y a eu... combien l'auteur a été payé. Si ça va être une voix de synthèse ou un comédien qui va le faire, voilà. Tout ça, il n'y a pas de transparence. Et on est en train de travailler avec le CNC pour justement essayer d'imposer un petit peu plus de règles. Et donc, je suis
donc moi au conseil d'administration de Retour d'Images qui est en œuvre justement pour essayer de faire évoluer un petit peu toutes ces choses et faire avancer les choses dans le bon ordre. Et surtout, l'IA, on ne va pas pouvoir faire sans, mais il va falloir surtout l'encadrer. Merci Voilà. beaucoup, Tatiana, pour votre intervention. Et justement, en parlant du CNC, on peut préciser que suite à les différentes actions des associations, et notamment de la CFPSA, maintenant toutes les coproductions, tout ce que le CSC cofinance, donc en film français bien sûr, est nécessairement audio décrit. Donc il y a eu une réglementation à ce niveau-là pour garantir qu'au moins tous les films coproduits par le CNC soient accessibles. Merci beaucoup, Tatiana. Je vais récupérer le micro parce qu'il s'est sauvé. Je propose de passer maintenant la parole. Tu as parlé, Tatiana, de description de spectacle vivant, à la fois à Linda Samy de l'association Accès Culture, qui est donc responsable de la communication de l'association Accès Culture. Accès Culture qui intervient depuis plus de 30 ans sur la mise en accessibilité du spectacle vivant. Et également à Sonia Bonnet, qui est donc chargée d'accessibilité au Théâtre National de l'Opéra Comique. Je suis désolé, on est un peu pris par le temps. Je vais vous demander d'être assez concise dans vos interventions. Est-ce que vous pouvez, d'abord peut-être Linda, nous expliquer un petit peu ce que propose Accès Culture, et puis ensuite Sonia, en particulier à l'Opéra Comique, ce qui est proposé sur l'ensemble de la saison. Accès Culture, donc c'est une association qui a aujourd'hui 30 ans, qui a été créée à l'initiative de Frédéric Ledu, l'actuel directeur de l'association, et qui, en fait, pour la petite histoire très brève, s'est rendu au cinéma dans les débuts des années 90, où c'est en allant au cinéma en fait, qu'il s'est rendu compte qu'il y avait de l'audiodescription qui n'était pas fortement systématiquement proposée au spectacle vivant, et c'est comme ça qu'il s'est lancé dans cette initiative-là de créer, plutôt de mettre en accessibilité le spectacle vivant. Et donc, on travaille avec un réseau de 150 théâtres et opéras sur tout le territoire national. Donc de l'audiodescription, et en parallèle, autour de ces spectacles-là, ce que nous proposons également, ce sont des activités de médiation, des visites tactiles, avec des maquettes tactiles, des décors tactiles également, et d'autres médiations durant tout le mois de juin, notamment à l'occasion du mois parisien du handicap. Donc ça, c'est le plus gros de notre activité. En parallèle, on propose également un accompagnement. On accompagne ces structures, on les sensibilise, on les conseille. Une fois par an, on rencontre ces théâtres au ministère de la Culture. C'est toute une journée durant laquelle chaque structure va présenter ses initiatives, justement, avoir ses retours d'expérience, poser un petit peu des bases de réflexion pour justement améliorer toutes ces actions. J'ai une question, parce qu'il y a pas mal de spectacles décrits, mais finalement assez peu. Dans les théâtres, souvent c'est 1 ou 2 par an. Alors après, on aura l'exemple de l'Opéra Comique qui est un petit peu différent, puisque l'ensemble de la production est audio décrite. Quels sont le ou les freins majeurs à clairement, alors le budget voilà, c'est clairement le budget. Effectivement, en moyenne, on compte 1 à 2 spectacles audio décrits par an par théâtre. Ce qui réduit considérablement le choix des spectacles, mais aussi le moment, enfin le jour auquel le public bénéficiaire est disponible, justement. Donc le plus gros frein, je dirais que c'est clairement la question du budget. De notre côté, on essaye de trouver, en tant que structure qui accompagne ces théâtres-là, des solutions de financement. On essaye de faire en sorte de partager les coûts sur une audiodescription entre différentes structures qui proposent un même spectacle, mais c'est une solution à très très court terme. Au bout d'un moment, en fait, ça n'incite pas les théâtres non plus à développer cette politique d'accessibilité en matière d'audiodescription, ce qui fait qu'en fait, on n'avance pas et on reste toujours à stagner à 1 ou 2 spectacles par an. Alors justement, c'est aussi pour ça qu'on a proposé à Sonia Bonnet d'intervenir pour le Théâtre National de l'Opéra Comique, puisque vous pouvez nous présenter, alors pas forcément le théâtre, parce que j'imagine que tout le monde connaît ici le Théâtre National de l'Opéra Comique, qui est un haut lieu lyrique parisien, mais spécifiquement par rapport à l'audiodescription et aussi aux visites tactiles des décors. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. Vous pouvez nous expliquer
Sonia, je crois que vous êtes au bout de la table. Oui. Donc, l'Opéra Comique, c'est la maison de Carmen, pour juste un tout petit peu parler de ce théâtre national qui est une des plus vieilles institutions lyriques françaises. Donc, par rapport à ce que vous venez de dire aussi, nous avons mis en place des audiodescriptions et de ne pas faire de sélection, de proposer tous les spectacles, les grandes productions avec mise en scène, et même des spectacles qui sont en anglais. Nous avons eu Macbeth Underworld, mise en scène par Thomas Joly, avec aussi la musique de Monsieur Dussapin. Donc nous avons proposé ce spectacle. La saison prochaine aussi, nous allons proposer Picture a Day Like This, qui est une création qui s'est faite aussi à Aix et qui est un spectacle en anglais. Donc voilà, nous tenons vraiment à ne pas faire de sélection et de pouvoir offrir toutes les productions, y compris des productions qui n'auraient pas d'audiodescription, puisque Marianne va vous expliquer un peu plus précisément pour les audiodescriptions et tout le dispositif qui est mis en place. Et donc nous faisons appel aussi à souffleurs de sens, souffleurs d'images, pour pouvoir proposer aussi toutes les autres représentations qui sont aussi, puisqu'à l'Opéra Comique, nous avons aussi d'autres petites formes et aussi des récitals, des concerts ou l'académie de jeunes chanteurs que monsieur Louis Langrée vient de créer. Donc là, je me permettrai de passer la parole à ma collègue. Merci Sonia. Donc oui, effectivement, à l'Opéra Comique, on propose la plupart de... quasiment tous nos spectacles, en tout cas les grands opéras en audiodescription. Donc pour ces audiodescriptions, on propose en fait deux temps sur le spectacle, une matinée et une soirée. Et donc tout simplement pour en bénéficier, il faut s'inscrire donc auprès de Sonia par mail ou à la réservation à la billetterie. Et puis ensuite, pour le dispositif, c'est très simple. Lorsque vous arrivez donc à l'entrée du théâtre, on vous remet un petit casque avec un boîtier dans lequel vous allez pouvoir entendre l'autodescription pendant le spectacle, donc individuellement. Et puis également, on vous remet gratuitement un programme qui est soit imprimé en gros caractères, soit embossé en braille, pour pouvoir aussi compléter l'expérience. L'organisation de l'audiodescription en interne, elle est assez familiale. Donc on fait appel à un petit vivier en fait d'audiodescripteurs qui nous sont très fidèles, qui travaillent avec nous très régulièrement. Et ceux-là donc, vont d'abord assister aux répétitions, ils vont rencontrer les équipes artistiques et techniques, ils vont pouvoir leur poser toutes les questions pour comprendre certains choix de mise en scène, pour pouvoir au mieux les expliquer ensuite dans le programme. Ils rédigent ensuite un programme qu'ils nous transmettent, et puis ensuite ils vont rédiger leur audiodescription, l'enregistrer. On a la chance d'avoir notre propre cabine depuis quelques années d'enregistrement qui nous a été permise grâce à un mécénat, grâce au soutien de Malakoff Humanis et du Fonds Handicap et Société. Comme tout aussi, toute la prise en charge du salaire de l'audiodescripteur, du relecteur, etc. Et puis ce programme aussi qui est enregistré via l'enregistrement dans la cabine et également envoyé en amont du spectacle au format PDF et Word et diffusé juste avant la représentation. Également pour l'enregistrement, on fait appel très régulièrement à tous nos collaborateurs dans notre équipe. Donc Sonia et moi-même pouvons être amenés à enregistrer nos voix pour des spectacles en fonction des besoins. Donc voilà, c'est en ça aussi que je parlais d'un travail très familial et puis même interservice au niveau de la régie, de la technique, des personnels artistiques. Tout le monde est sensibilisé aussi à ce travail-là. Bien sûr, nos audiodescriptions sont relues et testées par des relecteurs, notamment via Action Handicap France. Et puis, pour terminer, en parallèle de ces séances audio décrites, nous proposons depuis janvier 2023 tous nos spectacles avec une introduction tactile en fait aux audiodescriptions. Donc c'est ce dont vous parliez, monsieur. Donc les introductions tactiles sont vraiment un moment privilégié qui se tient juste avant la représentation en matinée, donc du dimanche un peu avant 15h, vraiment avant que les portes ne s'ouvrent au public. Donc vraiment, c'est un moment privilégié où les spectateurs qui bénéficient ensuite de la séance audio décrite et leurs accompagnateurs sont invités en petits groupes à rencontrer donc l'audiodescripteur qui leur parlera par enregistrement.
une personne de la médiation et puis une personne de la régie, une personne vraiment qui a connaissance, une très bonne connaissance technique et artistique du décor du spectacle. Donc pendant ce temps-là, on le divise vraiment en 2 parties, avec d'abord un temps de découverte d'échantillons de costumes, où là on les fait toucher, on les décrit, on en parle au petit groupe. Et puis ensuite, accompagné par le régisseur, on va au plateau, donc sur la scène directement, avant même que la salle soit remplie. Et là, on permet en fait à tous les spectateurs qui bénéficient de l'audiodescription de toucher les décors, d'avoir des explications, de répondre à toutes leurs questions. Également de toucher l'infrastructure du théâtre qui est assez particulière parce que c'est une infrastructure Eiffel, donc de fer pudelé et de briques, une infrastructure 19e siècle. Et puis, enfin, voilà, de prendre conscience des espaces avant d'être raccompagnés en salle, où là, ils sont accompagnés par l'équipe d'accueil et placés en salle. Alors, pour avoir participé plusieurs fois, merci beaucoup, plusieurs fois à des visites tactiles, je précise, moi, personnellement, je trouve ça vraiment très, très intéressant. Pour monter sur le plateau, toucher les décors, les costumes, etc. Et puis, parfois, souvent rencontrer l'équipe. Souvent, en régie, ils sont ravis d'avoir des personnes comme ça qui viennent monter sur scène. Écoutez, Linda, Sonia et Marianne, merci beaucoup pour vos interventions sur les descriptions. Je propose maintenant qu'on passe la parole à Madame Sadarnak et Monsieur Louis Darago. Donc vous êtes Christine Sadarnak, administratrice à l'Union nationale des aveugles et déficients visuels, l'UNADEV. Et pourriez-vous vous, Louis, vous êtes chargé de... Je suis animateur socioculturel animateur pour l'Assemblée des Hauts-de-France. Voilà, merci. Et je voulais vous interroger au sujet d'un projet. Alors, vous m'avez dit, Christine, il y a effectivement un dispositif de financement de projets plutôt culturels, d'accessibilité culturelle, et en illustrant avec notamment au Théâtre du Nord à Lille, peut-être en particulier. Oui, merci beaucoup. Alors, l'objet social de l'UNADEV est d'accueillir, d'accompagner les déficients visuels, les aveugles et déficients visuels vers l'autonomie, l'insertion, l'inclusion. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc, c'est l'accessibilité culturelle. Et à l'UNADEV, par le biais du CPMO, Comité Personnes Morales, nous aidons des associations, des collectivités pour divers projets. Ces 5 dernières années, le CPMO a participé à hauteur de 300 000 € pour la mise en place d'accessibilité de projets culturels. Alors, divers projets, des projets pour des festivals de théâtre, d'opéra, de cinéma, avec l'audiodescription, les maquettes tactiles, les plaquettes braille, les plaquettes thermoformées, accessibilité de monuments remarquables tels que les cathédrales avec les souffleurs d'images et les douches sonores. Plus récemment, l'UNADEV, et par le biais toujours du CPMO, a participé à la mise en accessibilité du musée d'Aquitaine pour une exposition tournante sur l'art préhistorique. Et alors, un groupe de déficients visuels de l'UNADEV a participé à la mise en place de l'accessibilité de cette exposition et fait remonter les éléments à modifier. Alors, tout à l'heure, la personne qui nous présentait les différentes possibilités disait qu'il fallait faire dès le départ. Effectivement, au musée d'Aquitaine, l'accessibilité est faite depuis l'arrivée et avec des planches tactiles. Donc les personnes qui viennent visiter peuvent évaluer l'espace du musée avec les différentes salles. Puis, lorsque les personnes se déplacent pour la visite, elles peuvent aussi appréhender avec des représentations au format 3D, avec des facsimilés et des capsules sonores activées avec un QR code ou tout autre moyen.
Pour nous, il est absolument indispensable que les déficients visuels soient partie prenante de cette mise en accessibilité ou des différents projets qui sont mis en place pour que les personnes déficientes visuelles puissent évoluer, donner leur avis et surtout leurs besoins. Nous sommes pour faire avec les déficients visuels et non pas pour les déficients visuels. Nous pouvons dire aujourd'hui que le musée d'Aquitaine est un modèle vertueux en matière d'inclusivité pour d'autres musées en France et à l'étranger. Le comité des personnes morales a un droit de regard, sans mauvais jeu de mots, sur les différentes actions qui sont mises en place et nous nous permettons d'intervenir si cela ne correspond pas au cahier des charges qui avait été mis en place. Voilà. Maintenant, je vais passer la main à Louis qui va vous parler. Présenté au Théâtre du Nord. Voilà. Alors, en fait, le Théâtre du Nord, c'est un partenaire de longue date pour l'association UNADEF des Hauts-de-France, qui a mis en place, notamment par le biais d'Accès Culture, avec qui on est fréquemment en relation, des visites tactiles des plateaux, des rencontres avec les différents artistes, notamment pour l'identification des voix. Comme ça, ce ne sont pas des choses à préciser pendant l'audiodescription. Donc effectivement, l'objectif global, c'est de venir apporter tous les éléments qu'une personne voyante, par exemple, va pouvoir acquérir dès son entrée en salle. On va pouvoir voir le plateau en arrivant, quand on s'installe en salle, définir qu'est-ce qui est au premier plan, l'arrière-plan. La visite tactile est très intéressante pour ça, justement pour découvrir, mais aussi pour découvrir les astuces du théâtre, que ce soit des trappes qui vont être utilisées au cours du spectacle. Donc tout le fonctionnement interne du théâtre est très intéressant. Et j'appuie juste sur une autre chose. On parlait d'inclure les personnes déficientes visuelles, alors c'est évidemment important, mais pour le lien avec les personnes voyantes aussi, c'est toute la question de l'accompagnement des personnes déficientes visuelles et la capacité pour aussi, ça a été dit en début de réunion tout à l'heure, un petit peu le spectre, le fantasme qu'on projette sur la personne aveugle ou malvoyante. Et justement, le fait d'être un peu en retrait par rapport à ça, je pense que le côté sensibilisation est très très important pour ça. Le fait d'aller à la rencontre du public, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans les entreprises, que ce soit pour le public du domaine culturel notamment, mais justement d'avoir une rencontre avec notamment des personnes déficientes visuelles qui pratiquent ces sensibilisations pour justement un peu dédramatiser l'accueil, qui peut parfois être impressionnant ou juste le fait de ne pas avoir les bons outils. Mais savoir accueillir correctement ce public, c'est déjà faire un gros bout de chemin pour ensuite les inclure dans le processus. Et je pense que ça, c'est très important à prendre en compte. Ouais, je retiens de vos interventions vraiment la nécessité d'inclure le plus tôt possible les personnes concernées dans la production et la conception des dispositifs. Merci beaucoup à tous les deux pour votre intervention. Merci. Et merci Michael. Je vais maintenant passer la parole à Stéphane Bridel. Je crois que vous êtes à ma droite au bout. Vous êtes directeur général du Fonds Handicap et Société. Donc le Fonds Handicap et Société créé en 2010 par la Mutuelle Intégrance, qui œuvre en finançant de multiples projets pour améliorer la situation des personnes notamment handicapées. Et vous financez en particulier des projets dans le domaine culturel. Est-ce que vous pouvez illustrer un petit peu vos champs d'intervention et dire pourquoi financer finalement des projets d'accès à la culture. Donc effectivement, le Fonds Handicap et Société, créé en 2010, comme vous l'avez dit, a une double vocation, à la fois de mécénat, en venant en soutien des projets tant associatifs, d'insertion professionnelle, dans le sport, dans le domaine de l'éducation, mais aussi dans le domaine de la culture, et puis aussi un rôle de contribution au débat public sur les questions sociales, de maladies chroniques, de dépendance, de vieillissement. Donc on essaie d'apporter notre contribution. On a fait un livre blanc sur le vieillissement. Là, on est en train de réaliser un livre blanc, vous l'avez évoqué tout à l'heure, sur l'intelligence artificielle, et notamment au service de l'autonomie. Et on va intégrer tout le prisme, notamment du handicap, de façon à ce que toutes les personnes en situation de handicap puissent bénéficier intelligemment et de manière éthique de l'intelligence artificielle. Et effectivement, moi je pense profondément que dans une société qui est de plus en plus complexe, de plus en plus normée, où les normes succèdent parfois à une cascade de réglementations, que la culture,
permet tout au contraire de donner du sens, de la compréhension et de reconnecter l'individu dans ce que doit être sa vie de citoyen tout simplement, dans une société qui le comprend et qu'il comprend. Donc c'est pour ça qu'on l'a soutenu dans le domaine de la culture, parce que nous pensons que ça a été brillamment dit dans les premiers échanges, la culture, ça permet de nous élever tout simplement et de porter un regard bienveillant sur la société. Nous avons soutenu des projets qui nous sont adressés. Nous avons un conseil d'administration d'administrateurs bénévoles et tous les mois nous instruisons des dossiers. Et nous avons, tant en province qu'à Paris, à Colmar par exemple, avec l'Office de tourisme de Colmar, pour rendre, avec le projet Colmar au fil du sens, pour en quelque sorte permettre aux personnes malvoyantes de pouvoir bénéficier de la visite de la ville de Colmar. Le musée de la vie romantique avec le regard tactile, la galerie tactile du Louvre, la toute nouvelle galerie tactile du Louvre. Il y avait la petite galerie autrefois, maintenant la nouvelle galerie du Louvre qui vient d'être créée et nous sommes le partenaire aussi de cette galerie. Le Quai Branly. Vous aviez évoqué, madame, tout à l'heure le musée d'Aquitaine. Effectivement, je peux souligner, nous sommes allés évidemment et que les personnes en situation de handicap et notamment les personnes non-voyantes ont été largement associées à la création du parcours d'accessibilité de ce musée qui est effectivement remarquable. Nous avons aussi soutenu le Panthéon, notamment toute la nef et puis toute la maquette tactile du Panthéon. Et nous accompagnons aussi, parce que nous pensons qu'il faut évidemment, vous avez évoqué tout à l'heure le toucher, les œuvres, mais que le livre fait partie aussi d'un accès à la culture. Donc on soutient avec Limoges, la ville de Limoges, Mes mains en or. C'est là aussi dans le projet, c'est un projet dans le monde de l'édition du livre. C'est pas spécifiquement lié au handicap visuel, mais c'est le facile à lire et à comprendre. Le FALC, qui est pour moi un accès à la culture aussi, un accès au droit même d'ailleurs, qui permet à toute personne, parce que bien souvent d'ailleurs, ce qui bénéficie aux personnes en situation de handicap bénéficie à l'ensemble des citoyens. Et donc c'est pour cela qu'il faut au contraire soutenir tous ces projets, parce qu'en construisant les conditions d'un accueil réceptif pour l'ensemble des citoyens en quelque sorte, on permet justement à tous de trouver sa place dans la société. Et le secteur du handicap a bien souvent, à travers l'histoire, été un secteur, un levier assez essentiel en matière d'innovation sociale, économique, mais aussi technologique. Je prends toujours comme exemple, par exemple, quand on a créé la télécommande pour la télévision, ça a été créé pour les personnes handicapées. Aujourd'hui, tout le monde se sert d'une télécommande. Donc ce qui sert aux personnes handicapées sert à toute la société. Et c'est cela qu'on veut, nous, mettre en avant. Merci beaucoup. Le Fonds Handicap et Société a également financé le film qui va être projeté tout à l'heure, réalisé par Anne Dor. Tout à fait. Et ce film qui délivre beaucoup de messages. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce film. Un message évidemment sur la mémoire, sur la transmission, mais sur évidemment les personnes non-voyantes et malvoyantes, et puis aussi sur le rôle du mécénat, ce que le mécénat peut apporter de mieux, c'est-à-dire que l'argent, c'est pas toujours méchant, que l'argent, ça peut aussi servir à faire du bien. Alors avant de migrer vers la salle de projection, puisque c'est un autre bâtiment, on vous expliquera tout ça, je propose de passer à un temps de conclusion avec Pierre Maragou, qui est juste en face de moi. Pierre Maragou, le président d'APIDV. APIDV, ça veut dire accompagner, promouvoir et intégrer les déficients visuels. Donc une association qui existe, je t'évite la présentation, Pierre, qui existe depuis 70 ans pour accompagner les personnes déficientes visuelles dans les études, l'emploi et pour l'accès à la culture. Et donc, je te propose de présenter Je vais effectivement dire très rapidement quelques mots qui s'adressent particulièrement à messieurs les députés, madame la députée, je ne sais pas exactement de quel côté de la salle. Pardon, je regardais pas du tout dans la bonne direction, désolé. Puisque ce sont des propositions qui sont portées
qui ont été proposés par APIDV et puis ensuite portés par l'ensemble des associations de la déficience visuelle réunies au sein de la CFPSA, le collectif des associations de la déficience visuelle. Je salue Chantal Le Soliac, sa déléguée générale qui doit être quelque part, sur le parfait, avec qui donc nous avons travaillé sur 5 propositions qui reprennent exactement les sujets que nous avons abordés aujourd'hui et pour lesquels nous comptons sur le soutien des parlementaires, mais aussi des élus locaux, puisque vous allez le voir, pour certaines, elles peuvent se réaliser dans les territoires et au niveau local. Le premier point, c'est d'accélérer la mise en place de ce portail national de l'édition accessible et du plan de financement, plan de rattrapage de l'édition adaptée qui l'accompagne. Stéphane Gaillard en a parlé tout à l'heure, mais les associations et les personnes aveugles et malvoyantes voient le temps passer et s'inquiètent du déploiement de ce portail et de ce plan, puisqu'il y a beaucoup à faire pour mettre fin à cette famine d'ouvrages dont nous souffrons aujourd'hui. Deuxième point important, c'est ajouter le droit au toucher dans les cahiers des charges de tous les musées d'intérêt régional ou national. Et là aussi, c'est un point sur lequel les parlementaires et les élus locaux ont des leviers de décision. Et ça peut prendre la forme suivante, de demander à ces établissements d'ajouter un nombre significatif d'objets palpables dans leur collection et qui soient évidemment représentatifs des œuvres les plus emblématiques. Béatrice de Parseval en a parlé tout à l'heure. Troisième grand axe de travail, adopter des mesures incitatives pour l'installation de maquettes architecturales dans l'espace public auprès des monuments historiques. C'est une chose qui se fait très bien dans nombre de pays voisins, qui, je dois dire aussi, se fait beaucoup plus dans les grandes villes françaises et un peu moins à Paris, ce qu'on peut regretter. Et là aussi, il n'y a plus qu'à. Quatrième axe, mettre en place un plan national de déploiement de l'audiodescription, c'est-à-dire dans toutes les salles de cinéma, mais aussi de spectacles vivants, pour que celles-ci soient équipées, disposent de l'équipement technique nécessaire à la diffusion d'une audiodescription pour un film ou pour une pièce de théâtre. C'est particulièrement vrai pour le cinéma. Aujourd'hui, ce qui bloque, c'est le déploiement de ces outils techniques, et on a même du mal à savoir dans combien de cinémas ces outils sont installés. Donc c'est une action sur laquelle il faut travailler, notamment en lien avec le CNC. Et ensuite, dernière proposition, c'est de renforcer la professionnalisation de l'audiodescription et de la médiation par le toucher. Pour l'audiodescription, Tatiana en a parlé tout à l'heure. Nous avons besoin que les formations en matière d'audiodescription et les formations en matière de médiation au toucher soient inscrites dans l'ensemble des cursus de formation, formation de cinéma, formation de médiation culturelle, pour que nous ayons désormais affaire à des professionnels qui soient correctement formés. Sur toutes ces propositions, nous avons besoin du soutien et du relais, de l'appui de nos élus, et l'ensemble des associations présentes au sein de la CFPSA, APIDV et bien d'autres, sont présentes pour accompagner ces évolutions et mettre en œuvre ces différentes propositions. Je ne doute pas qu'autour d'un verre ou deux, nous aurons l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Merci beaucoup. Écoute, merci beaucoup Pierre pour cette synthèse et ces propositions qui parlent naturellement aux élus qui sont autour de la table et à ceux qui sont mobilisés sur ce sujet. Comme je l'ai évoqué en début et en introduction de la séance,
On aura la possibilité d'aller voir les 3 ministres qui sont concernés par cette dimension. Je pense que ce sera l'occasion d'y porter, avec la diversité qui s'est exprimée ici autour de la table, et avec ces propositions, déjà un premier message qui par ensuite peut être relayé dans une proposition transpartisane qui peut être faite au niveau de l'Assemblée nationale et qui va, je le pense, s'affranchir des clivages politiques qui sont assez forts en ce moment à l'Assemblée nationale, pour ne pas, entre guillemets, vous faire d'un beau dessin. Voilà, donc je vous remercie de ces échanges. On aurait sans doute pu avoir une période de questions-réponses et de prolongement, parce que tant ça a été riche, à la fois en témoignages, en sincérité et en humour. C'est ce que j'ai beaucoup apprécié aussi. Et je reprends le collègue qui a dû nous quitter sur l'autodérision. C'est vrai que parfois on a un peu de difficulté à parler à quelqu'un qui est non-voyant. Ça fait peur, on est un peu gêné. Maintenant que je sais que vous appréciez particulièrement l'autodérision, je serai beaucoup plus soulagé, parce que moi je le pratique aussi beaucoup. Donc je vous propose, on va se diriger vers la salle de projection qui va vous permettre de rentrer au palais. On a un petit parcours. Moi je vais devoir lâchement vous abandonner pour aller accourir, et vu mon âge ça me prend un peu de temps, au 33 pour récupérer les autres invités qui vont nous rejoindre pour la projection. Je vous remercie beaucoup de la sincérité et de l'efficacité de vos propos, et je vous retrouve donc dans le cinéma de l'Assemblée nationale pour la suite de cette journée. Merci à vous tous. Merci beaucoup.